Merci à Jean-Pascal d'avoir accepté notre invitation. Merci à Xavier d'avoir préparé cet événement avec nous. Alors, on est en pleine quinzaine du climat. La quinzaine du climat, c'est vraiment une volonté de l'Université de Liège qui s'engage dans la transition sociale et environnementale, de faire un écho à ce qui se passe à la COP climat, loin de nous, de faire un écho avec des liens vraiment en direct avec ce qui se passe à la COP, mais aussi des liens avec ce qui se passe à l'université, au niveau des recherches, au niveau des cours, au niveau des actions citoyennes, et vraiment ce qu'on cherche à sensibiliser. L'année dernière, le slogan, la première quinzaine du climat, c'était comprendre pour agir. Et évidemment, au Green Office, allez, je dirais notre ADN, c'est vraiment cette volonté de toujours lier la sensibilisation à l'action. Et on vous en reparlera à la fin du webinaire. Et cette année, le slogan de cette quinzaine, c'est la force du collectif. Parce que toutes les études en psychologie vont montrer que finalement, le meilleur moteur pour l'engagement d'une personne, ça va être ce sentiment d'avoir une efficacité collective. Et donc, on a toute une série comme ça d'événements où on va parler d'actions qui peuvent être faites de façon collective et qui ont de l'impact. On en a encore parlé hier. On avait hier le film Amazonia avec un débat où on voyait comment collectivement on pouvait aider le combat des peuples indigènes d'Amazonie pour protéger leurs terres et donc un des poumons de la planète, la forêt amazonienne. On peut aller à la dia suivante. Là, sur le QR-code, évidemment, vous avez toute la programmation de la quinzaine. Et donc, on a pointé quelques événements. On peut de nouveau aller à la dia suivante, Sarah. Quelques événements qui sont en lien avec ce webinaire. Donc, on en a pointé 3. En fait, c'est 3 événements qui sont où on a une connexion directe avec ce qui se passe à la COP. Donc, il y a eu un premier sommet le 6 novembre. Et Sarah, si tu veux en dire 2, 3 petits mots, parce que c'est toi qui as organisé ce sommet-là, comme ça on fera le lien aussi avec la suite. Oui, j'ai relayé l'organisation qui a été menée par Dan, qui est étudiant à la VUB et qui est le délégué des jeunes de la communauté flamande pour l'ONU. Et donc, sur la photo la plus à droite, vous voyez Dan et Gaëtan. Gaëtan, c'est le délégué pour la partie francophone de la Belgique. Et ces 2 jeunes-là sont pour l'instant à la COP. Et donc, ils organisaient un événement à la VUB avant de partir en Azerbaïdjan pour collecter les messages que les jeunes avaient envie de porter aux décideurs politiques. Et on se retrouvera le 4 décembre pour qu'ils puissent nous partager leurs témoignages de leur expérience, comment ils ont vécu les choses, quels sont les messages qu'ils ont portés, etc. Merci Sarah. Donc aujourd'hui, avec Jean-Pascal et avec Xavier, on va vraiment s'intéresser sur le fonctionnement de la COP, les enjeux de la COP. Et donc, comme Sarah l'a dit, le 4 du 12, on aura de nouveau un webinaire avec le retour de témoignages de ces jeunes. Et donc, ce que je propose, Sarah, c'est que tu ailles à la dia suivante, où vraiment on vous a un peu illustré comment on allait conduire cette interaction, cet échange avec Jean-Pascal. Donc, on va vraiment s'intéresser au fonctionnement de la COP, aux enjeux de la COP et aux points bloquants. Voilà, pour essayer un peu de mieux comprendre ce qui se passe là-bas. Et ce que je propose directement, c'est je propose à Xavier, donc on a préparé 9 questions, et ce que je propose, c'est que voilà, Xavier échange avec Jean-Pascal, et peut-être si vous avez des questions, peut-être les mettre dans le chat, et à la fin de ces 9 questions, si on a encore un peu de temps, eh bien on y répondra. Voilà, j'espère que ça vous convient à tous. Xavier, c'est à toi. Jean-Pascal aussi. Voilà. Bonjour à tous. Rebonjour à tous. Donc, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Moi, je vais essayer de vérifier parce que ça permet peut-être d'interagir directement sur ce que Jean-Pascal dit en temps réel, quoi. Évidemment, à la fin, il y aura aussi un temps de réponse, de questions selon les commentaires dans le chat, quoi. Et donc, ici, Jean-Pascal, notre première question, si je ne me trompe pas, il y a une centaine de Belges qui sont à la COP. Et première question, qui est à la COP et pourquoi faire? Les premiers participants à la COP, ce sont les représentants des gouvernements du monde entier, à peu près les représentants de pratiquement tous les pays qui sont présents ici. Et ce sont des gouvernements qui sont partis, comme on dit, ça veut dire qui ont accepté que le traité international qu'est la Convention cadre sur des Nations Unies sur le changement climatique s'applique à eux.
C'est un traité qui a été ouvert à la signature pour la première fois en 1992 au sommet de la Terre à Rio de Janeiro, au Brésil. Et donc, la première, la composante probablement la plus importante des COP, ce sont les représentants des pays. Alors, il y a des ministres, il y a des membres de l'administration, des fonctionnaires, mais il y a aussi des représentants d'organisations internationales qui jouent un rôle important, les grandes organisations des Nations Unies, l'UNESCO, la Banque mondiale, l'Organisation météorologique mondiale, le GIEC, évidemment, dont on va parler. Alors, il y a toute une série de scientifiques, toute une série de participants qui sont dans d'autres catégories. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont présents ici, des scientifiques qui travaillent sur le climat d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit sur les aspects climatiques, climatologiques eux-mêmes, ou que ce soit sur le registre des solutions, hein, dans le domaine soit de l'adaptation au changement climatique, soit dans le domaine des réductions d'émissions. Il y a des représentants d'ONG, hein, il y a beaucoup d'ONG qui sont représentés ici, des ONG internationales, des ONG des pays qui sont présentés ici. Il y a des représentants d'entreprises aussi qui sont là, d'entreprises engagées dans la transition, mais aussi des représentants d'entreprises qui sont là pour essayer de ralentir les choses, malheureusement. Il y a un certain nombre d'étudiants, d'enseignants qui sont là. Il y a beaucoup de journalistes aussi. Donc, il y a une participation très diversifiée. Au total, il y a plus de, je ne sais pas quel est le chiffre exact ici, mais on est à plus de 50 000 participants. Bon, ce n'est pas 50 000 participants qui sont là en permanence au même moment, mais enfin, au total, sur les 2 semaines que dure une COP, il y a une cinquantaine de milliers de participants. Et le but de ces COP, c'est de faire avancer la mise en œuvre des traités internationaux que j'ai mentionnés. D'abord, la Convention cadre sur les changements climatiques, mais aussi les textes qui ont complété au fil du temps cette Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à savoir d'abord, historiquement, le protocole de Kyoto, hein, qui a largement, pas tout à fait, mais qui a largement terminé ses effets. Hein, qui a un protocole qui a été signé à Kyoto en 1997 et qui engageait les pays développés à réduire leurs émissions d'un certain nombre de pourcents. Et puis, surtout, depuis 2015, hein, ça fait presque 10 ans maintenant, l'année prochaine, on fêtera les 10 ans, l'accord de Paris, hein, qui a pour but d'empêcher que la température ne dépasse 1,5 degré si possible, et en tout cas, c'est l'objectif, un niveau qui serait, dit le texte, bien en dessous de 2 degrés de réchauffement. Voilà le cadre général dans lequel on est. Merci Jean-Pascal. Oui, merci Jean-Pascal, merci beaucoup. Souvent dans le grand public et aussi dans les étudiants, ils confondent GIEC et COP. Est-ce que le GIEC est un acteur clé dans les COP ou alors c'est juste une ONG comme parmi d'autres? Quel est un peu le rapport entre GIEC et COP? Alors, il faut d'abord savoir que le GIEC existe depuis avant la Convention climat. Le GIEC a été créé par 2 agences des Nations Unies, l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement en 1988, hein, à la suite d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et la mission principale du GIEC, c'est de fournir une évaluation scientifique, une évaluation plutôt des aspects scientifiques, techniques et socio-économiques de tout ce qui concerne les changements climatiques, aussi bien les changements eux-mêmes que les processus à l'œuvre, les causes, les impacts, les conséquences des changements climatiques, mais aussi les options de réponse, comme on les appelle, donc les éléments de solution, que ce soit du côté de l'adaptation à la partie des changements climatiques qui est déjà là et qu'on ne peut plus éviter, ou du côté de la prévention, c'est-à-dire les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et une des premières questions qui ont été posées au GIEC au début de son existence, c'est de fournir des éléments de texte qui pourraient servir à un éventuel traité international sur les changements climatiques. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça, mais des éléments très significatifs, y compris des principes très importants, comme le principe des responsabilités communes mais différenciées, par exemple,
la manière dont l'objectif initial a été formulé pour la Convention sur le climat, en fait, ce sont des éléments de texte qui se trouvaient dans une annexe du premier rapport du GIEC publié en 1990. Alors, la Convention, elle, a été adoptée au sommet de Rio en 1992, le sommet de la Terre, sur l'environnement et le développement, un sommet qui était consacré à bien d'autres choses que les changements climatiques. Le changement climatique ne constituait qu'un des sujets du sommet de Rio, qui a aussi mis en avant de manière très claire le concept de développement durable suite au rapport Brundtland. Et donc, pour revenir à la Convention climat, cette convention, elle a commencé son existence en 1992 et depuis ce moment-là, chaque année, presque depuis ce moment-là, parce qu'il a fallu que suffisamment de pays ratifient le texte pour qu'il entre en vigueur. Donc, la première conférence internationale dans le cadre de la Convention climat a eu lieu en 1995. C'était la COP 1, la conférence des parties. COP, ça veut dire Conference of the Parties, c'est la conférence annuelle des parties, donc les pays qui se sont engagés dans le cadre de cette convention. Et la première COP a eu lieu en 1995. Alors, le rôle du GIEC et des COP est très différent, parce que le rôle du GIEC, c'est de l'évaluation du conseil scientifique, en quelque sorte, de l'information scientifique de qualité à destination des décideurs et des citoyens du monde entier autour des changements climatiques, sur la base de la littérature scientifique, avec un processus qui est très international, qui est le plus inclusif possible, qui est pertinent, qui doit être, dit son mandat, pertinent politiquement sans être prescriptif. Par contre, le processus des COP, c'est un processus de mise en œuvre des différents éléments de la Convention et des textes qui ont accompagné la Convention. Donc, c'est un but beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus politique aussi. Et donc, ce sont des rôles très différents, mais qui sont évidemment complémentaires. Donc, le GIEC a son rôle d'information ici dans le cadre des COP, mais le GIEC ne décide rien. Ce sont les pays qui sont partis à la Convention climat, au protocole de Kyoto, à l'accord de Paris, qui ont les leviers de décision en main, bien sûr. Merci. Donc, tu en as parlé, mais tu dis les COP, ça s'organise chaque année. Est-ce que ça vaut la peine donc ici, tu as parlé de 50 000 personnes à déplacer en Azerbaïdjan. Est-ce que ça vaut la peine d'organiser une COP chaque année? Est-ce qu'il y a tellement de changements sur une année ou est-ce qu'une conférence tous les 2 ans ne serait pas suffisant, par exemple? Non, je pense même qu'on pourrait. D'ailleurs, il n'y a pas que les COP, il y a des réunions intermédiaires, typiquement au mois de juin chaque année, entre 2 COP, et ces réunions sont bien utiles, ont des agendas qui sont bien remplis. D'une part, parce que, ce n'est pas toi que je le dis, à toi que je dois le dire, Xavier, le climat change rapidement et les conséquences des changements climatiques deviennent chaque année plus visibles. Il y a chaque année un petit peu plus de points à l'agenda des COP, parce que ces processus internationaux sont devenus très complexes. Et donc, il y a de plus en plus de sujets sur lesquels des décisions doivent être prises pour mettre en œuvre et pour faire avancer la mise en œuvre des traités internationaux que j'ai mentionnés. Et puis alors, il y a aussi un élément dont il faut tenir compte, c'est que les gouvernements changent. Il y a des élections dans les pays démocratiques, il y a toute une série de politiques et de mesures qui sont mises en place et qui ne fournissent pas tout de suite, pas toujours tout de suite de résultats. Et donc, partager annuellement une évaluation de leurs résultats, voir ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, voir ce qui manque, ce par quoi il faudrait compléter les mesures qui sont prises, faire le point sur la situation, sur la compréhension de la situation, sur les actions menées et faire avancer les choses pour tout ce qui n'a pas encore fait l'objet de décisions suffisantes, en particulier en ce qui concerne la coopération internationale, c'est très important. Et la coopération internationale, on ne va pas, entre 200 pays, on ne va pas l'organiser avec une conférence par Zoom ou par Teams, ça ne fonctionnerait pas. Il faut absolument avoir des contacts
personnel entre les représentants des pays. Et donc, je suis convaincu que le processus des COP chaque année est tout à fait important. Et si on prend un peu de recul, quand on regarde le nombre de matchs de foot internationaux qui se passent et qui réunissent chaque année bien plus de monde au total que les COP, je pense que les COP sont très importantes et doivent absolument continuer à se réunir. Merci, très belle remarque en effet. À la fin, on fera un focus sur la COP 29 en particulier, mais de manière générale, dans les COP, quels sont les points bloquants? Pourquoi est-ce qu'il y a des désaccords? Pourquoi est-ce qu'il y a des COP où ça se passe bien, des COP où, par contre, par exemple, celle l'année passée, où c'était moyennement positif? Quels sont les points bloquants de manière générale dans les COP? Alors, point bloquant, il y en a une diversité, il y a une liste très longue et je ne pourrais citer que quelques éléments et j'espère ne pas passer. Oui, oui, c'est ça. Je vais essayer de mettre le doigt sur quelques éléments principaux et j'espère que je ne vais pas en oublier parmi les principaux. Je dirais qu'un des éléments les plus polarisants, c'est souvent la question du partage des responsabilités. Dans les principes de base de la Convention, principe dont j'ai indiqué tout à l'heure qu'il se trouvait déjà dans cette fameuse annexe du groupe 3 du premier rapport du GIEC, qui est le principe qui est souvent rappelé ici et qui est très important au cœur de ces négociations, des responsabilités communes mais différenciées. Alors, elles sont communes parce qu'on sait bien qu'une tonne de CO2, pour parler du principal gaz à effet de serre d'origine humaine, a le même effet sur le climat qu'il soit émis à Liège, à New York ou à Tombouctou. Mais par contre, les Liégeois, avec tout le respect que je leur dois, émettent beaucoup plus de CO2 que les habitants de Tombouctou. Et donc, en termes de responsabilité, y compris de responsabilité historique, parce que le CO2 a le mauvais goût de s'accumuler dans l'atmosphère. C'est une pollution stock, comme on l'appelle. C'est une pollution qui s'accumule petit à petit dans l'atmosphère. La couche de CO2 autour de la Terre s'épaissit chaque année un petit peu. La question donc du partage des responsabilités entre les pays développés et les pays dits en développement, entre les riches et les pauvres, est une question qui est très importante. Une autre question très polarisante et qui est au cœur de bien des difficultés ici à Bakou, c'est qui doit payer et combien. C'est évidemment lié. Il y a évidemment un lien entre la question des responsabilités et la question des finances et de l'origine des finances, la manière dont l'argent serait utilisé, mais aussi surtout d'où il doit venir et qui doit fournir ces sommes d'argent et sous quelle forme aussi. Est-ce que ce sont des dons? Est-ce que ce sont des prêts? Ce n'est évidemment pas du tout la même chose pour les pays qui reçoivent ces financements. Alors, parmi les difficultés, c'est peut-être la dernière que je vais encore en citer deux, si tu permets. Il y a des différences culturelles, des différences philosophiques. Tout le monde ne comprend pas de la même manière à la surface de la planète, comme vous pouvez vous en douter, les questions d'inclusivité, d'égalité des genres, de respect des peuples indigènes, les questions autour de la considération des LGBT. Et donc là, il y a parfois des différences de vue très, très importantes qui sont difficiles à réconcilier. Enfin, le dernier, il n'y a pas de hiérarchie dans les 4 éléments que j'ai mentionnés. Le dernier élément que je mentionnais, ce sont des désaccords sur les mesures à prioriser, les technologies à mettre en œuvre, les technologies à promouvoir, les changements économiques, les changements structurels, les changements en termes d'organisation, d'organisation de la société, de l'économie qu'il convient de mettre en place. Il y a parfois des divergences très importantes suivant les pays et suivant aussi différents acteurs au sein des différents pays. Donc, il y a bien des points sur lesquels il peut y avoir des désaccords dans les négociations. Merci. Et alors, à propos d'accord, si j'ai bien compris, il faut quand même un consensus, il faut que tous les pays soient d'accord pour qu'on avance. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un consensus? Est-ce qu'on ne peut pas dire si un pays n'est pas d'accord, ce n'est pas grave? Les règles qui gouvernent le fonctionnement de la convention climat ont dû être adoptées au tout début des travaux de la convention climat et par défaut,
en l'absence de règles, il fallait que tout le monde soit d'accord sur ces règles. Et il y a quelques pays, dont l'Arabie saoudite, qui ont bloqué l'adoption d'une règle qui aurait permis que l'on vote et qu'on ait un système de majorité éventuellement qualifiée pour prendre des décisions. Et donc, comme dès le début, on a été obligé de décider par consensus et que pour quitter ce système-là, il faudrait qu'il y ait consensus et qu'on se doute que ça va être difficile d'avoir un consensus sur le fait que on quitte le consensus et qu'on aille vers un système où on vote, eh bien oui, on est obligé de passer par le consensus. Alors, le consensus, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'unanimité. Ça dépend un petit peu de la présidence, d'une COP à l'autre. Il est arrivé lors d'une autre COP que quand effectivement un ou deux pays, ça dépend aussi lequel, parce que les pays ne sont pas toujours traités de manière égale. Pas tout à fait la même chose si c'est les États-Unis qui ne sont pas dans le consensus ou si c'est le Mali, pour prendre un exemple clair. Il est arrivé qu'une présidence fasse passer un texte par consensus, entre guillemets, alors qu'il n'y avait pas unanimité. Donc, il y a une subtile nuance entre le consensus et l'unanimité, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une manière de faire qui est utilisée systématiquement, et c'est une manière de faire qui chaque fois suscite beaucoup de réactions de la part de ceux qui estiment qu'on a ignoré leur point de vue. Et donc, dans la plupart des cas, c'est effectivement par consensus que l'on décide. Et évidemment, forcément, ça ralentit les choses et c'est difficile. Oui, ok. Ben, à ce propos, on a déjà discuté tous les deux de ce que je pense de la fameuse police du climat. Mais pourquoi est-ce que les règles ne sont pas contraignantes? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un organisme indépendant qui vérifierait les engagements des pays? Alors, bon, ce sont peut-être deux questions quand même différentes. Pourquoi est-ce que les décisions ne sont pas contraignantes? Bon, il y a d'abord toute une série de décisions qui sont malgré tout contraignantes, malgré qu'il n'y ait pas d'obligation dans tous les domaines et qu'il n'y ait pas de contraintes dans tous les domaines, mais il y a bien des éléments que ce soit du protocole de Kyoto ou des procédures autour de la Convention climat et de l'accord de Paris qui sont contraignantes et qui s'appliquent à tout le monde. Évidemment, il n'y a pas de police du climat, pour reprendre ton expression. Donc, quels sont les moyens de pression? C'est la contrainte morale, c'est la contrainte politique, c'est la pression de l'opinion publique ou la pression des autres pays. C'est aussi, ça va devenir probablement, on va voir si ça va pouvoir se mettre en place tout à fait comme c'est prévu. C'est le système de taxation à l'entrée de l'Union européenne, par exemple, le système qu'on appelle en anglais le CBAM, le Carbon Border Adjustment Mechanism, qui va taxer à l'entrée de l'Union européenne une série de produits, notamment l'acier, le ciment, etc., en provenance de l'extérieur de l'Union européenne, une taxation qui va être proportionnelle au degré de saleté, si je puis dire, de la manière dont ces produits auront été produits, justement. Et ça va constituer une certaine contrainte de la part de l'Union européenne par rapport aux pays qui sont en dehors et qui ne produisent pas aussi proprement, entre guillemets, que ce qui se fait dans l'Union européenne. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est décidé dans le cadre de la Convention climat, au contraire, ni de l'accord de Paris, au contraire, c'est même un sujet qui suscite beaucoup d'opposition ici dans l'enceinte de la COP, de la part des pays qui risquent de devoir payer ces taxes-là, mais c'est une des manières dont les pays peuvent contraindre, pour utiliser le verbe que tu as utilisé, d'autres pays à aller vers une économie davantage décarbonée. Mais sinon, la principale contrainte ici, c'est la contrainte morale et c'est la contrainte politique qui a évidemment ses limites. Merci.
Je vois qu'il y a déjà quelques questions dans le chat, mais je vais quand même continuer par mes questions parce que ça rejoint quand même certaines remarques. De manière générale, parce qu'il y en a quelqu'un qui dit, ben voilà, les énergies fossiles sont toujours autant utilisées. D'ailleurs, quand on regarde les émissions en 2024, ça continue à augmenter. À COP21, on a parlé à Paris il y a 9 ans, on a dit on limite le réchauffement climatique à 1,5 degré, 2 degrés, 1,5 degré va être atteint cette année-ci. Est-ce que ce n'est pas un peu décourageant de voir tout ça, alors que justement, il y a 9 ans, les pays sont engagés à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, et 9 ans après, on y est déjà. Oui, alors, la première chose, c'est qu'on parle ici du climat et on ne parle pas de la température pendant une année particulière. Donc, je pense qu'il y a quand même un consensus, pour réutiliser ce mot-là, assez large pour dire qu'on n'a pas encore climatiquement dépassé, le climat étant défini sur une période de 20 ou 30 ans, on n'a pas encore climatiquement dépassé ce seuil de 1,5 degré. Mais au-delà du fait de jouer avec les mots, c'est vrai qu'on s'approche très proche, on s'approche de très près de cet objectif, l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Et la première remarque que je voudrais faire d'abord sur cet objectif-là, avant de répondre à la deuxième partie de ta question, c'est que cet objectif, il n'a pas été choisi parce qu'il serait, on savait dès le départ, facile à atteindre. Il n'a pas été choisi pour cette raison-là. Il a été choisi, et c'est la raison pour laquelle je porte aujourd'hui la cravate que je porte, une cravate que je porte souvent et qui montre qu'il faut continuer, à mon avis, à aimer l'objectif de 1,5 degré. Il a été choisi à cause de la gravité des impacts que l'on voudrait éviter et qui deviennent d'autant plus importants qu'on dépasse les seuils actuels déjà. On sait que chaque fraction de degré, en fait, accroît considérablement la gravité des impacts. En plus, c'est un effet non linéaire, donc chaque dixième de degré supplémentaire change la gravité de ces impacts davantage que le dixième de degré précédent. Et donc, si on a choisi, après que le GIEC ait fait d'ailleurs en 2018 un rapport complet sur la question, si on a choisi ce seuil de 1,5 degré comme l'objectif le plus ambitieux, c'est parce qu'il y avait de bonnes raisons. Et ce n'était pas parce que ce serait un objectif facile à atteindre en termes de réduction d'émissions. On sait que si on veut ne pas dépasser ce seuil-là, il faudrait quasiment dans les 5-6 ans qui viennent arriver à une neutralité carbone pour avoir un degré de probabilité raisonnable et de ne pas dépasser climatiquement ce seuil de 1,5 degré. L'enjeu est celui-là. Alors, effectivement, on voit que malgré les rapports du GIEC depuis plus de 30 ans, malgré la Convention climat depuis plus de 30 ans aussi, malgré l'accord de Paris depuis presque 10 ans, etc., voir que les émissions mondiales sont toujours en train d'augmenter, c'est effectivement pas très encourageant. Maintenant, voyons aussi, regardons aussi un petit peu ce qui se passe, par exemple, dans l'Union européenne, qui a quand même des objectifs assez ambitieux, même s'il pourrait l'être encore davantage, mais assez ambitieux en termes de réduction d'émissions. Les émissions de l'Union européenne ont fortement diminué, et ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit parfois, uniquement parce qu'elle a délocalisé certaines productions en dehors de l'Union européenne. Oui, en partie, c'est ça, mais il y a aussi eu des diminutions importantes des émissions qui ont été effectuées grâce aux politiques et mesures mises en place au sein de l'Union européenne, notamment ce système d'échange de quotas qui concerne les grandes industries européennes. Et donc, il y a des sources possibles de découragement, mais il y a aussi des motifs de rester plein d'espoir. Et si les COP continuent à se réunir chaque année, je pense que c'est justement parce que l'état d'esprit général est qu'il faut continuer à essayer de garder cet objectif, en particulier cet objectif de 1,5 degré le plus vivant possible. Et d'ailleurs, même si on le dépasse, on peut quand même toujours garder cet objectif-là en essayant de revenir, si on le dépasse, vers une température, un niveau de réchauffement qui se situerait en dessous de 1,5 degré. Voilà, alors je sais que ce n'est pas une réponse parfaite au découragement qui frappe pas mal de personnes, mais
pense, et Cécile rappelait tout à l'heure qu'il y avait aussi dans l'action, en particulier dans l'action collective, beaucoup de motifs de satisfaction. Donc, s'il y a des motifs de découragement, il est vrai, il y a aussi des raisons d'être heureux de voir les progrès là où il y a des progrès. Mais il n'y a pas suffisamment de progrès dans l'ensemble, ça je suis d'accord. Oui, merci. C'est vrai qu'il faut garder le courage parce que sinon, c'est vraiment une mauvaise idée d'être découragé. À propos justement de l'Union européenne, tu parlais, à un moment donné, tu disais qu'on allait instaurer des taxes des matières premières qui arriveraient de l'extérieur de l'Union européenne. Et dans le chat, il y avait une question, est-ce que du coup, il n'y aurait pas des problèmes de pénurie de béton, de ciment ou je ne sais quoi en Europe si tout ce qui vient de l'extérieur coûte beaucoup plus cher à cause de cette taxe carbone? Alors, bon, d'abord, là, on sort un petit peu de ma spécialité, donc je ne suis pas certain d'avoir une réponse tout à fait complète à cette question-là, mais d'abord, il y a quand même beaucoup de ces produits, que ce soit l'acier, le ciment ou autres, qui sont produits à l'intérieur de l'Union européenne. Hein. Ce n'est pas comme si on dépendait entièrement d'une production qui a lieu à l'extérieur de l'Union européenne. Par ailleurs, bon, la taxation à l'entrée de l'Union européenne, elle va être progressive. Elle ne va pas être. On n'est pas dans une situation à la Trump non plus. Hein. On ne parle pas de doubler les prix du jour au lendemain comme le président élu semble en avoir l'intention pour certains produits chinois. Hein. Donc, il ne faut pas dramatiser non plus. Le but de ce système le but principal de ce système n'est pas de collecter de l'argent pour l'Union européenne. Le but principal, c'est d'orienter un maximum d'acteurs économiques, y compris des acteurs économiques importants qui se trouvent en dehors de l'Union européenne, vers une production moins intensive en gaz à effet de serre. Donc, je pense pas, il me semble que ça ne devrait pas provoquer de pénurie à l'intérieur de l'Union européenne. Par ailleurs, il y a quand même dans les packages qui ont été décidés ces dernières années au niveau de l'Union européenne des éléments très importants qui concernent d'autres aspects qui sont quelque part derrière le décor. Décor n'est pas la bonne expression, disons, qui sont de l'autre côté, de l'autre face peut-être de ces mesures politiques. Je veux dire par là que si de l'argent est collecté, c'est important aussi de voir, que ce soit par le système d'échange de quotas à l'intérieur de l'Union européenne ou que ce soit par le système CBAM qui va bientôt se mettre en place, il y a aussi une manière d'utiliser cet argent-là. Et une partie de cet argent va être utilisée pour le fonds social climat qui devrait, en tout cas qui a comme ambition et qui devrait, dans une certaine mesure, diminuer les impacts, en particulier sur les plus vulnérables, des éventuelles augmentations de prix qui seraient provoquées par les taxes à l'entrée sur certains produits. Donc, il faut voir l'ensemble des politiques qui sont mises en place et comme sur cet aspect-là, comme sur d'autres, je le dis souvent, on a tout intérêt, et ce point-là l'illustre, on a tout intérêt à concevoir les mesures climatiques, que ce soit dans le domaine de l'adaptation ou de la réduction d'émissions, dans le contexte plus large de la recherche du développement durable et la satisfaction des autres objectifs de développement durable. Là, il y en a 17 au total. Le climat, c'est l'objectif numéro 13. Ce n'est qu'un des 17. Et si on a une vision plus large, plus holistique des mesures à prendre en place, eh bien, on va sans doute mieux éviter que les effets, que ce soit des effets de pénurie, comme ceux cités dans ta question, ou que ce soit des effets sociaux, comme ceux qu'on a vus notamment en France et en Belgique au moment des Gilets jaunes, quand on parlait d'une augmentation du prix des combustibles fossiles sans qu'il y ait de propositions d'alternatives, de compensation pour les plus vulnérables, etc. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette question-là. Merci, je crois que ça répond parfaitement à la question. Tu en as parlé, Trump a été élu. Je suppose que ça impacte évidemment la COP29. Quels sont les enjeux cette année de la COP29?
Bon, chaque COP a évidemment sa longue liste de points à l'agenda qui sont à l'agenda depuis longtemps parfois. Mais il y a aussi chaque fois des accents importants, des objectifs importants. Et l'accent principal sur cette COP-ci, c'est la question des finances. Donc, à Copenhague, en 2009, à la COP 15 de Copenhague en 2009, il y a eu une décision de principe qui a été prise à ce moment-là, qui a été confirmée l'année suivante à Cancun, de manière formelle, que les pays développés devaient financer à l'horizon 2020, à la hauteur de 100 milliards de dollars par an, les actions climatiques, aussi bien dans le domaine de l'atténuation que dans le domaine de l'adaptation, dans les pays en développement. 100 milliards de dollars, ça peut paraître beaucoup, et en même temps, par rapport aux besoins aujourd'hui tels qu'ils ont été identifiés, notamment dans le dernier rapport du GIEC, c'est très insuffisant. Bien, malgré que cette somme soit insuffisante par rapport aux besoins, parce que les impacts des changements climatiques coûtent de plus en plus cher et parce que les efforts d'atténuation et de transformation de l'économie qui sont nécessaires pour la rendre plus propre coûtent plus cher que 100 milliards de dollars par an, bien plus cher que 100 milliards de dollars par an. Malgré ça, cet objectif qui a été annoncé en 2009 et qui aurait dû être atteint pour 2020 ou plus tard, n'a été atteint, et encore certains critiquent les chiffres et disent que ce n'est que par des artifices comptables qu'on arrive vraiment à ce montant-là. Donc, ce chiffre n'aurait été atteint que 2 ans plus tard, en 2022. Mais au-delà de ce retard de 2 ans, l'enjeu principal, c'est comment augmenter significativement, comment réformer aussi la manière dont les flux financiers arrivent au bon endroit, sont accessibles à ceux qui en ont besoin dans les pays les plus vulnérables. Et donc ça, c'est vraiment l'enjeu principal de cette COP. Avec évidemment l'élément de contexte que tu citais, qu'un nouveau président a été élu pour entrer en fonction le 20 janvier prochain aux États-Unis et que ça risque de ne pas faciliter les choses. Mais c'est toujours l'administration Biden qui est en place ici, qui négocie ici. Et donc, c'est surtout l'an prochain que l'on verra éventuellement les effets des décisions de la nouvelle administration qui restent à confirmer. Oui, donc ça veut dire qu'ici, cette année-ci, l'administration américaine n'a pas changé son fusil d'épaule du jour au lendemain suite à l'élection. Non. Si ce n'est qu'ils savent qu'ils ne sont pas tout à fait crédibles s'ils prennent des positions qui engagent les États-Unis sur le moyen ou sur le long terme. Hein. Donc, peut-être qu'ils sont un petit peu moins affirmatifs dans les négociations. Mais, sinon, c'est toujours l'administration Biden qui est en place et qui est en place jusqu'au matin du 20 janvier. Hein. Donc, ici, en tout cas, c'est bien l'administration Biden qui parle au nom des États-Unis. C'est bien, c'est bien. Mais je repasse. Maintenant, moi, j'ai fait le tour de mes questions. Je regarde un peu le chat. Une première question, c'est à propos, donc tu as parlé du problème que les pays dits riches doivent financer, doivent donner de l'argent aux pays pauvres. Et que les pays riches ne veulent pas payer, et ainsi de suite. Mais selon les engagements des pays, est-ce que normalement, ils devraient prévoir le financement, parce que je sais pas, ils sont engagés à faire autant d'émissions. S'ils n'arrivent pas, ils doivent payer. Est-ce que le financement ne peut pas être pris en compte là-dedans? Leurs propres finances devraient tenir compte du fait qu'ils doivent payer. C'est une bonne question, mais il faut quand même se souvenir, hein, j'ai rappelé tout à l'heure qu'un des principes vraiment fondamentaux au cœur de cette convention et de tous les textes annexes en quelque sorte, c'est le principe des responsabilités communes mais différenciées. Donc, les pays en développement disent, prenons l'Afrique par exemple, hein, l'Afrique c'est 53 pays aujourd'hui et ces 53 pays ensemble, ce territoire ensemble, toute l'Afrique, n'a contribué qu'à la hauteur de 4% aux émissions mondiales jusqu'à présent. Et c'est pourtant en Afrique que bien des impacts, que ce soit en termes de sécheresse, d'inondation, d'effets sur l'agriculture, etc., que les impacts, des impacts qui coûtent cher en argent, mais aussi
et surtout en vie humaine, en écosystème perdu, etc. Il y a toute une série de choses qui se mesurent pas si facilement que ça en dollars ou en euros. Hein. Alors, aller demander à ces pays-là de réduire leurs émissions, ben, quelque part, c'est indécent. À moins que enfin, c'est indécent. C'est une opinion de dire c'est indécent. C'est mon opinion. C'est l'opinion de beaucoup, mais ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Euh, à moins que les pays qui sont les plus responsables des émissions passées, hein, parce que j'ai rappelé que le CO2 s'accumulant dans l'atmosphère, ben, malheureusement, le CO2 émis au cours des 100 dernières années, je prends un chiffre rond, a toujours des effets importants sur le climat de l'ensemble de la planète aujourd'hui. Si on tient compte de ces responsabilités, ben, il serait assez logique que ce soit ceux qui ont beaucoup pollué dans le passé et qui polluent encore beaucoup aujourd'hui, hein, qui aident alors des pays qui ont peu pollué, mais qui sont, malgré qu'ils aient peu pollué, qui sont en première ligne par rapport aux impacts des changements climatiques. Hein. Donc, oui, je comprends bien la question. Est-ce qu'un pays qui s'engage à réduire ses émissions ne doit pas avoir pris les mesures qu'il fallait, etc. Mais les engagements de réduire les émissions des pays en développement sont très souvent, et on peut le comprendre, conditionnés à la réception des financements pour les aider à faire ce à quoi ils sont prêts à s'engager. Ce sont des engagements conditionnels. Donc, la remarque qui se trouve dans le chat là, que j'ai sous les yeux, elle s'applique surtout aux pays développés. Et là, effectivement, la plupart d'entre eux font ça, à savoir prévoir les budgets plus ou moins à la hauteur de ce qui est nécessaire pour réaliser les engagements. Je dis plus ou moins parce que quand on va voir les détails, il y a quand même certains pays, certaines régions, y compris chez nous, où on n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qui a été annoncé. Mais dans les pays développés, dans l'ensemble, c'est largement fait. Mais pour les pays en développement, je ne pense pas qu'on puisse demander la même chose et s'attendre à la même chose. Ouais. OK, il y avait une question aussi. Pour le moment, le G20 se réunit, je crois, pour le moment. Est-ce qu'il y a plus de chances qu'ils arrivent à un accord au niveau climat, ou alors c'est plutôt la COP qui doit être au-dessus? Est-ce que le G20 a beaucoup d'influence sur ce qui se discute pour le moment à la COP et inversement? Alors, bon, on est au niveau des messages de très haut niveau. Le G20, c'est un ensemble assez hétéroclite quand même. Hein, si on regarde quelle est la composition des gens. En même temps, c'est l'ensemble des économies qui sont présentées au G20 représentent 85% des émissions mondiales. Donc, c'est un groupe de pays très important. Mais ils ne sont pas là à Rio de Janeiro pour négocier sur le climat. Ils savent bien qu'il y a une COP, mais inversement, la COP sait bien qu'il y a le G20. Et donc, oui, il y a une certaine connexion, une certaine attente de la part des participants à la COP ici par rapport à ce qui a figuré dans le communiqué du G20, mais sans que ce soit une attente par rapport à quelque chose qui serait tout à fait déterminant. Hein. Mais si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, j'ai pas eu l'occasion de lire le communiqué lui-même, mais ce qu'on m'a dit de ce qu'il contenait, c'est qu'il y avait assez peu comment dirais-je, de points tout à fait spécifiques à la sortie des combustibles fossiles et au financement, et que notamment ce qui est dit à propos du financement climatique, qui est un des sujets principaux, si pas le sujet principal ici à Bakou, était fort vague. Donc, je crois qu'il ne faut pas, en résumé, il ne faut pas trop attendre ici de ce que le G20 va dire ou faire. Et en même temps, ce n'est pas non plus sans importance. On ne peut pas dire que c'est sans importance. Je lis toujours merci, je lis toujours les questions dans le chat. Bon, déjà au niveau européen, il y en a du mal à tous se mettre d'accord. Pourtant, on est quand même plus ou moins du même bord. Enfin, peut-être pas depuis les dernières élections. Mais qu'est-ce qui fait union dans les COP? Pourquoi est-ce que quand on est au niveau, quand tout le monde est là, est-ce qu'il y aurait plus facilement un accord, alors que déjà peut-être même à l'échelle de la Belgique, on a du mal à trouver un accord?
Oui, c'est une bonne question. Ben, je pense qu'il y a quand même une proportion significative des participants ici, y compris parmi ceux qui représentent les pays, hein, qui ont quand même le rôle le plus important ici, parce que ce sont ceux qui engagent les pays dans l'action, qui se rendent quand même compte que des enjeux. Donc moi, j'étais frappé. J'ai pas eu l'occasion d'observer ça de près cette fois-ci, hein, mais à d'autres COP, j'ai été frappé par le nombre de ministres, par exemple, qui, lors de leur intervention, citaient les interpellations que leurs enfants ou leurs petits-enfants leur faisaient, par exemple. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine compréhension du fait que on ne parle pas d'un sujet anecdotique ici. On parle du maintien de l'habitabilité de la seule planète habitable du système solaire. Et si tout le monde n'est pas convaincu de la même manière que c'est extrêmement important, d'accord, hein, il y a toute une série de pays qui ont avant tout la protection de leurs intérêts économiques à court terme à défendre et pour lesquels c'est la priorité numéro un. Il y a tout de même un très grand nombre de pays, un très grand nombre de participants qui estiment qu'il est très important de faire quelque chose par rapport au climat. Alors, quoi, comment, qui va payer, etc., ça, il y a des désaccords, on a parlé, mais sur la nécessité d'agir, là, je pense qu'il y a quand même une proportion importante de ceux qui sont ici qui sont convaincus que c'est nécessaire. Et est-ce qu'il y a des pays leaders? Je veux dire, enfin, une fois que ce pays-là ou ce groupe de pays, type l'Union européenne, décide quelque chose, que du coup tout le monde vont les suivre, ou alors est-ce que ça évolue comme ça un peu au va-et-vient, au gré du vent, ou et ainsi de suite Oui, non, c'est quand même pas tout à fait aussi chaotique que la description potentielle que tu en fais. Il y a donc dans les négociations, et quelque part, ça facilite la recherche du consensus. Il n'y a pas 200 pays avec 200 points de vue différents, hein. Il y a des groupes de pays, des groupes de négociations qui se sont concertés, qui se sont mis ensemble pour se mettre d'accord sur un certain nombre de priorités et de revendications. Le plus grand de ces groupes et le plus important, c'est le groupe des 77 et de la Chine, hein. Au départ, ils étaient 77, mais c'était il y a 50 ans. Il y a bien longtemps qu'ils sont beaucoup plus que 77, hein. Je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, mais de l'ordre de 140, 150. Je ne connais pas le chiffre exact. Quand ces pays-là sont d'accord sur quelque chose, évidemment, c'est bien souvent le plus petit commun dénominateur entre ces pays-là, qui sont très diversifiés, hein, parce qu'on y trouve aussi bien l'Arabie saoudite qui voudrait garder le plus longtemps possible la vente du pétrole, que les petites îles du Pacifique qui voudraient qu'on ferme le robinet des émissions de CO2 demain matin si c'était possible, parce que sinon elles vont être submergées par l'océan. Hein. Donc il y a une très grande diversité dans le G77 et la Chine, mais il y a un certain nombre de revendications communes à ce groupe-là. Et puis alors, il y a des groupes plus petits, hein. Je parlais des petites îles du Pacifique, il y a l'Alliance des petits pays insulaires, il y a évidemment l'Union européenne avec ses 27 membres, il y a les pays de l'Amérique du Sud, par exemple. Enfin, il y a tous les pays africains qui forment un groupe aussi. Donc, tous ces pays-là développent des points de vue communs et c'est un des éléments qui facilite la recherche du consensus. C'est bien plus facile de négocier quand on a allez, 5 ou peut-être 10 à certains moments grands avis ou grandes revendications que si on en avait 200 partant dans tous les sens. Ouais. Merci. Voilà, il reste 12 minutes, donc on a encore le temps de quelques questions. Je parcours les questions. Une question ici. Bon, évidemment, le secteur des énergies fossiles a tout à perdre, ça c'est certain. Tu as parlé de l'Arabie saoudite et ainsi de suite. Quels seraient les autres secteurs qui auraient tendance qui pourraient perdre quelque chose si on commence du jour au lendemain à arrêter l'émission d'énergie fossile? Est-ce que c'est juste le pétrole et ainsi de suite, ou alors est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont intérêt à ce que ça continue comme maintenant?
c'est une très bonne question. Encore une fois, je suis pas tout à fait sûr qu'un modeste physicien climatologue soit la meilleure personne pour répondre à cette question-là, mais je vais quand même essayer de fournir l'un ou l'autre élément de réponse. Ben, il y a quand même il y a quand même des pans entiers des économies de beaucoup de pays dans le monde qui sont liés, pour ne pas dire qui dépendent de l'utilisation des énergies fossiles. Je vais prendre un seul exemple que tout le monde comprendra, l'industrie automobile. L'industrie automobile, en tout cas, qui est quand même très largement thermique aujourd'hui. Hein, on ne peut pas encore dire que la majorité de l'industrie automobile soit passée à l'électrification. Ben, évidemment, elle a à perdre. En tout cas, elle a à perdre, en tout cas, si elle ne se convertit pas très rapidement à une autre manière de se propulser que les combustibles fossiles. Donc, elle a à perdre aussi si davantage de pays essayent de maîtriser la mobilité individuelle, hein, puisqu'on ne va pas résoudre le problème du climat en remplaçant simplement toutes les voitures thermiques par des voitures électriques. Hein, du point de vue des ressources, ça poserait quand même pas mal de problèmes. S'il y avait un mouvement très important vers davantage de transport public, de mobilité douce, etc., ben, je pense que l'ensemble de l'industrie automobile, même électrifiée, il perdrait aussi probablement. Donc, qu'il y ait des secteurs économiques qui soient perdants dans la transition, c'est inévitable. Et c'est une préoccupation aussi, qui est aussi, et c'est un des très nombreux points à l'agenda, hein, ce qu'on appelle la transition juste. Comment est-ce que devant cette très grande transformation de l'économie mondiale qui est nécessaire, pour ne pas dire qui est indispensable si on veut protéger le climat et l'environnement, hein, parce qu'il n'y a quand même pas que le climat à protéger aussi, hein, il y a la nature, la biodiversité et toutes ces d'autres choses qui ont bien besoin d'être protégées aussi. Comment faire ça de manière à ce qu'on ne cause pas davantage de dégâts humains en particulier au passage, hein, c'est le principe de la transition juste. Hein. Un exemple un peu caricatural, mais que je donne souvent parce que tout le monde comprend tout de suite, on ne va pas obliger la Pologne à passer du jour au lendemain du charbon pour produire son électricité à des manières plus propres de produire son électricité si on n'offre pas à tous ceux qui dépendent des mines et de l'utilisation du charbon en Pologne des alternatives en termes d'emploi. Hein. Donc, la transition juste, c'est tenir compte de cela aussi. Et cette transition juste, elle doit se concevoir à l'intérieur des pays, mais aussi à l'échelle internationale. Et c'est aussi un des points dont on parle ici. On peut même prendre un peu de recul. Je vais être un petit peu provoquant un instant. On peut même se dire, il faudrait réfléchir à la transition juste pour les Saoudiens, hein, s'ils n'ont plus de pétrole. Est-ce que forcément il faut qu'il n'ait plus rien à faire et qu'il soit juste bon à essayer de traverser la Méditerranée comme beaucoup d'Africains aujourd'hui pour venir travailler en Europe dans nos restaurants et comme éboueurs. Il y a peut-être d'autres manières de faire. L'exemple est un peu provoquant, hein, mais je veux dire, la transition juste, c'est très large. Xavier, si je oui. peux me permettre, je voulais juste aussi rebondir sur cette question-là, Vas-y. disant quel est le secteur industriel qui a vraiment intérêt à cette grande transformation? Est-ce qu'il fait déjà du lobbying? Est-ce qu'il peut entraîner les autres et aller rejoindre et avoir cette conversion? Comment est-ce que ça pousse dans le bon sens à ce niveau-là, au niveau des COP? Ah ben justement, merci Cécile pour la raison. C'est l'autre côté de la question, effectivement. Donc, on a beaucoup parlé des très nombreux, effectivement, ils sont très nombreux, un petit peu trop lobbyistes du secteur fossile qui sont présents ici. Mais il y a aussi énormément de représentants de secteurs comment dirais-je, beaucoup plus progressistes et qui sont du côté de ceux qui vont être gagnants dans cette transition vers une économie beaucoup plus propre et potentiellement plus juste au passage. Donc,
c'est tout le secteur des énergies renouvelables, c'est le secteur de la mobilité douce, c'est l'économie circulaire, enfin, je veux dire, il y a beaucoup le secteur de l'électrification, hein, parce que si on continue à brûler des choses pour faire tourner des moteurs thermiques, c'est clair qu'on va continuer à émettre du CO2. Si on remplace tout ça par enfin tout ça, en tout cas une partie de ça par l'utilisation d'électricité, ça va être beaucoup plus propre. Ben, par Est-ce que je exemple, peux... Pardon, non, vas-y, vas-y. Je pensais notamment au secteur des assurances qui sont en train de perdre énormément, qui vont perdre encore beaucoup plus si on ne change pas. Est-ce qu'ils sont une force de lobbying intense? Est-ce que tu vois une lueur d'espoir à ce niveau-là? Alors, il faut savoir qu'en fait, le secteur des assurances, je pense que c'est la première composante du business qui a compris qu'il y avait un enjeu climatique important. Déjà, il y a 20-25 ans, les réassureurs en particulier, hein, ceux qui sont derrière, les réassureurs, ce sont les compagnies d'assurance qui assurent les compagnies d'assurance, hein, qui répartissent le risque pour les compagnies d'assurance. Et déjà, il y a 20-25 ans, les réassureurs, hein, Munich Re, Swiss Re, etc., pour donner un exemple, deux exemples, étaient préoccupés par les changements climatiques et savaient qu'à un moment donné, ben, leur business allait devenir très difficile si, il n'y avait pas une autre gestion du risque que celle qui avait lieu jusqu'à ce moment-là. Donc, oui, effectivement, le secteur des assurances est très concerné par les changements climatiques. Bon, ils ont bien compris qu'on ne va pas pouvoir s'assurer. On ne va pas pouvoir s'assurer contre n'importe quel risque. Il y a des moments, il y a des régions du monde où l'assurabilité ne sera plus possible. On ne va pas pouvoir assurer des biens, par exemple, qui vont inévitablement être recouverts par de l'eau dans les 50 ans qui viennent. À un moment donné, on ne peut plus assurer certains biens, certaines régions. Merci. Bon, le temps passe. J'ai peut-être une question pratico-pratique sur les COP. Est-ce que les COP sont des exemples d'organisations vertes? Est-ce que c'est alimentation durable? Est-ce qu'on fait attention au tri des déchets? Ou alors est-ce que c'est une conférence comme parmi d'autres où on survole tout ça? C'est une bonne question et au fil du temps, en tout cas au cours des 10 dernières années, les COP sont devenus beaucoup plus dans leur organisation. C'est aussi grâce au secrétariat qui a des cahiers des charges, qui impose des cahiers des charges aux pays hôtes qui sont de plus en plus stricts, qui sont de plus en plus propres. Alors ça n'en fait pas des modèles absolus de propreté, c'est sûr, mais il y a eu de très gros progrès dans ce domaine-là et je pense que si, pour revenir encore aux grands matchs de foot internationaux dont on parlait tout à l'heure, si on faisait la même chose dans toutes les enceintes internationales, on s'assurait qu'il y a des menus végétariens, des menus végans, des systèmes de recyclage, qu'il y a un encouragement bon, qui a ses limites, évidemment, hein, à la compensation carbone pour les trajets, etc. S'il y avait la même chose que ce qui se fait dans les COP pour toutes les grandes rencontres internationales, je pense que ce serait un progrès. Mais c'est sûr que réunir 50 000 personnes chaque année, ordre de grandeur, ben forcément, ça a un impact. Hein. Mais je pense qu'on peut mettre au crédit du secrétariat de la Convention des efforts importants, y compris qu'ils imposent aux pays hôtes et aux pays organisateurs. Est-ce que peut-être juste avant qu'on termine, je peux faire une toute petite page de publicité que je mets dans la conversation. Donc, Ah ben voilà, oui. Certains d'entre vous savent que j'ai fondé il y a un peu plus de 8 ans maintenant la plateforme Wallonne pour le GIEC avec le soutien du gouvernement de la Wallonie. Et d'ailleurs, Philippe Marvet, qui est participant à la réunion aujourd'hui, en est un des piliers éminents. Et une des activités de la plateforme, c'est de publier des lettres d'information. C'est la face la plus visible des activités de la plateforme. Et si vous cliquez sur ce lien, vous pouvez aller chercher toutes les lettres déjà publiées, vous abonner aux lettres futures. Et la prochaine, qui sera publiée assez rapidement après la COP, sera justement consacrée à la COP 29, à son bilan.
ce qu'elle a, espérons-le, réussi à obtenir. Vous êtes plus que bienvenus à vous abonner, c'est gratuit. Jean-Pascal, Voilà, sur la nouvelle plateforme Uni4Change, dans notre volet formation, on mettra le lien aussi, et dans nos Merci. actualités, on mettra le lien sur la lettre, parce que Jean-Pascal est non seulement responsable évidemment du projet Lettre Wallonne du GIEC, mais aussi parrain d'honneur d'Uni4Change, sur lequel vous pouvez trouver toute une série de propositions d'action, mais aussi voilà, tous des liens pour vous former. Et on mettra évidemment le lien sur la plateforme Uni4Change qui va aussi être partagée avec l'UNAMUR. Comme ça, la communauté qui est au courant grandit. Et si je peux ajouter, Cécile, que je suis très, très reconnaissant et très fier d'être maintenant professeur invité à l'Université de Liège, en plus d'être émérite à Louvain-la-Neuve, et que je vais au 2e semestre avoir le plaisir et l'honneur de partager un cours avec Xavier Fetways à Liège, à l'Université de Liège, sur les Et changements climatiques, bien sûr. on en est Tout le ravis, plaisir sera pour nous. Jean-Pascal. Et Jean-Pascal, je sais qu'on a juste dépassé le temps, mais j'avais envie de partager aussi un commentaire qui est dans le chat de Bruno Gémen, qui, comme tu le sais, est le frère de François Gémen, qui disait que tu avais fait aujourd'hui une présentation qui était extrêmement positive, avec un regard très positif finalement sur les COP. Et c'est vrai qu'on entend plutôt un regard négatif. Et je pense, comme toi, que c'est important de regarder le positif pour construire dessus et rebondir dessus. Mais du coup, la question qu'il avait, c'était quelle est ta recette secrète pour rester Ah, positif? Voilà. Et oui, on je en a sais tous pas. besoin de cette recette. Donc, Oui, merci de nous la partager parce que c'est vrai que par moment, voilà, même les plus oui. engagés, par moment, on a des petits coups de mou. Donc, on t'écoute. Oh, je ne dis pas que je n'ai jamais de petits coups de mou, hein, mais enfin, c'est vrai que c'est assez rare. Euh, oui, je devrais peut-être écrire là-dessus pour avoir une réponse un peu plus structurée. Je pense que mon, je pense, ce n'est qu'un élément de réponse. Hein, il faudrait que je réfléchisse un peu plus à la question. Euh, je pense que si je perdais mon optimisme, et ma volonté de faire avancer les choses, je pense que c'est ce qui ferait le plus plaisir à ceux qui sont partisans du statu quo et du recul dans certains cas par rapport à la nécessité de l'action climatique. Donc, comme être pessimiste ne sert à rien, hein, objectivement, si on croit que ça ne sert à rien de faire quelque chose parce que de toute façon c'est fichu et qu'effectivement on ne fait rien, bah alors on est certain qu'effectivement pas grand-chose ne se fera. Et donc c'est un cercle vicieux d'être de l'autre côté, dans l'autre attitude. Et donc j'essaie de ne pas rentrer dans ce cercle vicieux, de briser quelque part ce cercle vicieux. Et donc consciemment, je choisis d'être du côté de l'optimisme et de l'action, même si c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Et je vais peut-être ajouter qu'égoïstement, ça te rend heureux quand même d'être au positif et d'être avec des Oui, émotions c'est sûr, positives au quotidien, hein. c'est sûr, même si le coup de mot occasionnel est parfois là. Hein. Mhm. Alors, ce que je propose peut-être, c'est à Xavier, alors de conclure, si tu as encore vu des choses dans le chat en vitesse, Xavier, que tu avais envie de souligner. Je pense que l'essentiel, des petites questions, mais je pense que l'essentiel est dit. Il y a une partie des étudiants qui sont là, qui seront les étudiants du cours qu'on va donner avec Jean-Pascal le Q2, enfin au Q2, et donc on aura l'occasion d'approfondir sur certains sujets, évidemment, à ce moment-là. Je pense que ça pourrait faire, d'ailleurs, sur la dernière, l'optimisme de Jean-Pascal pourrait faire l'objet d'une lettre, peut-être, de la plateforme du GIEC, parce que moi, c'est une question qu'on me pose à chaque conférence, comment rester positif, et je pense qu'il y a plein de gens qui se posent cette question-là, et avoir peut-être ton texte, ça permettrait d'aider. Alors, je sais bien que c'est un sujet qui n'est pas tout à fait scientifique, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, et peut-être que ça pourrait faire le sujet d'une lettre. Je rappelle, la lettre de la plateforme du GIEC aux étudiants, c'est 8 à 10 pages maximum, c'est des excellents résumés pour le grand public, et donc je vous invite à aller les voir. Il y a plein de thèmes qui sont abordés à l'échelle globale, à l'échelle aussi de la région wallonne. Ça vaut vraiment la peine de les lire et de aussi s'inscrire à la mailing list. Voilà. Et alors, pour les étudiants qui sont parfois plus sur Instagram que sur d'autres réseaux sociaux, le GIEC a une adresse Instagram depuis pas très longtemps, PWGIEC, Ah ben voilà. que j'ai mise Voilà. dans le chat Merci. aussi. Voilà. Merci. Alors, je savais qu'on allait avoir une intervention de qualité
moi, j'ai adoré ce webinaire. J'ai trouvé que à la fois la manière dont les questions ont été abordées et les réponses concises, vraiment, j'ai encore appris beaucoup de choses. Donc, voilà, on n'a pas le temps évidemment de faire un tour de table, mais voilà, je voulais te remercier vraiment vivement, Jean-Pascal, parce que c'était de grande qualité. Bien, Et merci avec aussi, plaisir. Xavier. Et Ah, voilà, on rebondira. attends, Mais je vois que et- voilà, il y a des personnes qui ouais, applaudissent, donc merci de votre tiens, soutien. j'ai encore une Oui, toute petite chose à dire. On a parlé du séminaire qui a eu lieu à la VUB avant la COP, celui-ci qui a lieu pendant la COP, et alors il y en a un jeudi prochain, le 28, à l'ULB, dans le cadre de la semaine de la transition de l'ULB. Ils ont déplacé leur semaine pour que je puisse y intervenir, et donc ce sera une soirée à 19 h, le jeudi 28, où je serai en dialogue avec Vince, que beaucoup connaissent, D'accord? Oui, de oui. Média Limite. Oui, super. Jeudi prochain à 19 h à l'ULB. ben voilà, Écoute, on fera aussi la pub, on le relaiera hein. aussi sur la plateforme Uni4Change avec plaisir. Donc voilà, un grand merci et maintenant je le fais à chaque fois aussi. Merci à tous les participants et merci aussi à toute l'équipe du Green Office qui bosse sans relâche parce qu'on a beaucoup d'événements, beaucoup de choses à faire. Et moi, en tout cas, ça me donne de l'optimisme aussi, cette énergie positive dans l'action de nous tous. Grand merci et à bientôt. Merci Jean-Pascal, merci Merci. beaucoup. Merci à vous.